Bon, déjà, merci beaucoup pour votre invitation et effectivement pour le propos d'introduction d'Antoine Vaucher. Moi, je recommande aussi beaucoup son ouvrage parce que peut-être à titre liminaire, parce que ce sera peut-être un élément de fil rouge de ma présentation, sur les conflits d'intérêts, on est vraiment sur un sujet qui mêle à la fois le droit, la morale, la politique. Mais c'est vrai qu'on peut avoir de temps en temps une tendance à régler le problème via des mesures qui appellent de la conformité et à oublier la dimension très politique du sujet. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir toujours en tête lorsque l'on aborde ce sujet. Ce n'est pas uniquement une problématique juridique. Alors, du coup, pour répondre à la question, effectivement, et lancer les choses sur la question d'hybridation, les conflits d'intérêts ont l'air d'être une notion très récente, dont on entend parler partout dans le monde aujourd'hui, dans tous les pays européens en tout cas, alors qu'en réalité, bon, elle est quand même très ancienne et je pense que c'est bien de le rappeler, de dire que c'est pas juste une nouveauté ou une lubie, mais bien de dire que c'est quelque chose qui trouve des racines anciennes. Donc pour le cas de la France, on en trouve en fait des prémices dès le Moyen-Âge, avec des premières incompatibilités pour les fonctionnaires, on retrouve les fonctionnaires, pas les fonctionnaires du coup, mais les agents du roi, dès le XIVe siècle en réalité. On trouve aussi, si vous combinez les articles 6, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc sur la loi qui est l'intérêt général, le droit des citoyens à demander des comptes aux agents publics, et puis le fait de devoir utiliser l'argent public de manière appropriée. On a là quand même un corpus qui sert de base et qui est vraiment quelque chose de central dans la culture, dans la tradition politique française, mais pour le coup avec ce texte bien au-delà de la tradition strictement française. Et on a un délit pénal, le délit d'ingérence, qui est introduit dans le code pénal dès 1791-1810. Le délit d'ingérence, en fait, c'est tout simplement l'ancêtre de la prise illégale d'intérêt. Et donc, voilà, on a vraiment, en fait, cette notion qui est très ancienne. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose d'assez ancien, et je pense que c'est le cas dans tous les pays. Si vous faites la même analyse pour le Royaume-Uni notamment, vous trouvez des racines dès le Moyen-Âge. Et pour autant, clairement, dans sa version contemporaine, les débats contemporains ont été remis au goût du jour dans les années 90 et partout en Europe d'une manière assez spectaculaire, avec une particularité, contrairement à d'autres sujets à l'agenda international, c'est qu'ils sont assez consensuels du point de vue des normes internationales, c'est-à-dire qu'il y a un alignement de la société civile, des organisations internationales, des États, je parle bien du niveau international, des normes internationales, qui, bien sûr, un consensus qui est toujours relatif, mais un relatif consensus qui est assez rare finalement. Si vous regardez, je ne sais pas, les politiques environnementales, sociales, on n'observe absolument pas de capacité à obtenir des compromis aussi facilement. Alors, donc, tout ça commence dans les années 70, d'abord avec un angle très économique, très pot de vin, avec une influence de la justice américaine très forte. Et puis, à partir des années 90, petit à petit, le débat sur la lutte contre la corruption s'élargit, se repolitise aussi peut-être, pour s'intéresser davantage aux causes de la corruption. Donc, on va dire la face immergée de l'iceberg, ce qui n'est pas forcément voilà, de la prise illégale d'intérêt, ce qui n'est pas forcément du pot de vin, mais tout ce qui intervient en amont et qui peut être détecté, donc dans une logique d'essayer de voir si on peut éviter la corruption en adoptant une logique de prévention et en focalisant davantage l'attention, les normes, les politiques publiques sur les causes plutôt que sur les conséquences de la corruption. Et donc, on va avoir dans ce contexte-là plusieurs organismes qui vont s'emparer du sujet, donc notamment l'OCDE, le GRECO et l'OSCE, donc avec peut-être un prisme européen un peu plus fort que d'autres régions, quoique ça reste à voir, mais en tout cas en Europe, l'OSCE, le GRECO ont joué un rôle important. Et puis la création de nouveaux acteurs dans le champ de la société civile, donc par exemple Transparency International, mais dans tous les pays, d'autres ONG qui agissent sur le même champ. Alors, la question qui m'était posée, de savoir si on est sur une homogénéité ou une hybridation, enfin, ou voilà, des modèles différents.
En réalité, vraiment, on est sur de l'hybridation, à mon sens, avec quand même, je pense, 3 tendances qui sont observées dans tous les pays. La première tendance, c'est les influences internationales. Donc, on a quand même, avec ces corpus, notamment OCDE, Gréco pour ce qui est de l'Europe, des normes qui s'imposent, avec, et ça peut être peut-être une limite de ces dispositifs, mais la tendance à vouloir mettre des kits un peu clés en main et à les instaurer dans tous les pays, avec ce qui n'est pas forcément toujours le moyen le plus efficace, mais enfin, de fait, on a ces corpus qui existent. Tout ce que Antoine Bauchet a dit sur les transformations de l'État, je pense que c'est valable dans la plupart des pays du monde. Moi, j'ajouterais à ce qu'il a dit en introduction que l'État est concurrencé, alors certes, dans une logique État-marché, mais aussi parce que finalement, la souveraineté nationale est un peu en enclume entre une décentralisation et une mondialisation de l'autre côté. Il y a peut-être aussi le côté décentralisation où on a plus d'acteurs politiques, peut-être un empilement de différents acteurs sur les sujets qui du coup affaiblissent aussi l'État. Et puis, on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé, une montée de la défiance des citoyens. Et alors là, dans certains pays, elle est très forte, c'est le cas de la France, très clairement. Tous les sondages d'opinion le montrent. Mais cette défiance des citoyens envers la sphère politique est observée pratiquement partout dans le monde. Je trouvais que le fait que les récents mouvements sociaux partout dans le monde, les mouvements sociaux de grande ampleur, hein, que ce soit en Europe, en Roumanie, en Pologne, même en Irak, au Liban, enfin peu importe, dans tous les pays, soient très axés sur la corruption. Il y a vraiment quand même la question de la corruption, des conflits d'intérêts devient vraiment un enjeu géopolitique majeur et qui voilà, crée des mouvements sociaux partout dans le monde. Et puis après, sur ce qui en fait va varier selon les pays et faire qu'on a des modèles qui ont l'air homogènes, mais qui en réalité sont quand même assez différents. À mon avis, ces 2 paramètres ont bien sûr la tradition politique et juridique de chaque pays. Hein. Finalement, tout ce qui est les recommandations internationales, elles s'adaptent à ce qui existe déjà. Elles ne font pas table rase. Et puis l'autre paramètre, mais j'y reviendrai pour le cas français, parce que c'est très net pour le cas français, c'est vraiment le contexte. Est-ce que ça émerge? Est-ce que les dispositions, les réformes émergent en réaction à des scandales? Le système français est quasiment un archétype de construction par scandale, alors que d'autres pays, je pense à la Suède par exemple, ou les pays scandinaves en général, ont eu tendance à davantage procéder par étapes sur le temps long, sans forcément avoir du coup une réforme emblématique à mettre en avant, et peut-être d'ailleurs moins de droits durs et plus de droits souples. Donc, pour montrer l'apparence homogénéité, je crois que l'exemple le plus évident, c'est tout ce qui va concerner les codes de conduite. Donc là, j'ai pris sur le lobbying, mais on pourrait prendre la même chose hein, sur les codes de conduite, sur les conflits d'intérêts au Parlement. On a observé que en 20 ans, tous les pays européens se sont dotés de dispositifs qui, en grande partie, se ressemblent. Moi, j'ai étudié cette question, si vous voulez approfondir le sujet, dans un rapport sur la déontologie parlementaire en 2017, où on voit que, bon, bien sûr, on peut s'inspirer de tel ou tel élément pour voir quelles sont les bonnes pratiques, mais on a toujours... Alors, bien sûr, il y a des pays qui sont plus ou moins forts sur tel ou tel aspect, mais globalement, les mécanismes se ressemblent. Les grands points communs, c'est qu'on a 3 axes de régulation qui sont complémentaires. D'abord, des interdictions et des incompatibilités. Donc, on ne peut pas être ministre et avoir telle ou telle activité. En France, on ne peut pas exercer la moindre activité professionnelle. Pour les parlementaires, il y a des activités interdites. Des codes de conduite, donc en complémentarité de ces incompatibilités de droit dur, des codes de conduite qui relèvent plus de la soft law pour mettre en place des principes, et puis une régulation par la transparence, qui permet en fait aux citoyens, j'y reviendrai, d'utiliser des données et du coup de faire une régulation qui repose sur le fait que les autorités de contrôle ne sont pas les seules à réguler les conflits d'intérêts, mais que les citoyens, quand on dit citoyens, on devrait plutôt dire société civile, donc les ONG, les universitaires, les médias, eux aussi sont activement partie prenante du dispositif de régulation. Les points de différence, bon, comme je l'ai dit, hein, c'est comment émerge le débat.
les deux cas de pays qui se sont construits par des scandales très, très massifs, je pense que c'est le Royaume-Uni, avec des scandales parlementaires qui ont créé une agence indépendante, et puis le cas de la France. Le deuxième point de différence, c'est qui contrôle. La France a aujourd'hui une autorité indépendante pour contrôler. C'est quand même un point fort du système français. On peut regretter que voilà, elle n'aille pas assez loin, mais il y a quand même beaucoup de pays aujourd'hui en Europe qui n'ont toujours pas d'autorité indépendante. Je pense par exemple à l'Espagne, qui a été confrontée à cette absence d'autorité indépendante lorsqu'ils ont eu leur scandale parlementaire ces récentes années. Voilà, puis l'efficacité des contrôles de manière générale, la qualité des données publiées, voilà. Mais grosso modo, le type de contrôle qui est utilisé et la manière dont émerge le débat, je pense que explique les différences entre les modèles. Donc voilà, on a vraiment cette complémentarité entre trois modes de régulation, je ne reviens pas. Exemple justement pour montrer comment cette vigilance citoyenne s'exerce de manière complémentaire et en parallèle du travail qui est effectué par les autorités de contrôle. Je crois que c'est vraiment un paramètre important à avoir en tête. Là, j'ai pris un exemple européen d'un rapport donc, de Transparency International qui étudiait quelles étaient les activités annexes des eurodéputés. On voit dans cette étude que les conflits d'intérêts sont très importants, qu'on a un tiers des députés qui sont des eurodéputés qui sont à risque et plus d'une vingtaine qui étaient clairement en infraction vis-à-vis des codes de conduite. Ce genre d'études en fait permet en fait de mettre la pression aussi sur les autorités de contrôle et de s'assurer que les autorités de contrôle fonctionnent bien et sont vraiment en capacité d'adresser correctement les sujets. C'est dans la plupart des pays, en l'état actuel des ressources allouées aux autorités de contrôle, illusoire de penser qu'elles vont réussir à tout voir. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque fonctionnaire et chaque parlementaire. Et je ne crois pas qu'on ait envie de vivre dans une société où ce soit le cas non plus d'ailleurs. Donc voilà, ce côté société civile active est vraiment, je pense, un paramètre important du sujet. Voilà, c'est une plateforme de data visualisation également qui existe pour la France concernant le lobbying. C'est vraiment la même idée. Donc maintenant, je vais rentrer un peu sur le cas français. On l'a dit, ça a été dit par Antoine Vaucher, je vais le redire. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est quand même le point majeur. Alors, n'émerge pas de nulle part. Elle émerge de deux choses. D'une part, il commençait à y avoir un débat depuis dans les années 2000 avec différentes commissions institutionnelles qui avaient fait émerger la notion de conflit d'intérêts et l'avaient rendu incontournable dans le débat public. Et puis, on a deux scandales. On parle souvent de l'affaire Cahuzac. Moi, je rajouterais aussi l'affaire du Mediator. Parce que je pense que la montée en puissance des conflits d'intérêts s'est fait sous deux angles. Un angle vie politique et un angle régulation de secteurs économiques sectoriels sensibles. De secteur économique, pardon, pas secteur économique sensible, avec la question des conflits d'intérêts dans les agences de régulation. Ces deux affaires arrivent à peu près en même temps, autour des années 2010 et pour Jérôme Cahuzac en 2012-13. Elles permettent d'avoir en 2013 un pack, on va dire, de réformes qui aborde le sujet sous les deux angles. Donc, j'ai dit tout ça. Et alors, pour ce qui est de la définition du conflit d'intérêts, donc qui émerge vraiment dans la loi du 11 octobre 2013 qui fait suite à l'affaire Cahuzac, la définition qui a été retenue est une définition assez large, alors qui s'inspire en grande partie des préconisations du Gréco, donc on va la retrouver dans la plupart des pays européens. Mais donc, la définition française, c'est toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors vraiment, cette notion de paraître influencé, elle est vraiment très importante. Donc j'ai cru comprendre que dans la proposition de loi qui est actuellement débattue, il n'y a pas cette dimension d'apparence d'influence. Or pourtant, elle est vraiment essentielle et elle structure vraiment beaucoup le modèle français. Donc c'est peut-être un point sur lequel vous allez vouloir discuter dans la séance de questions. L'autre point qui est une spécificité française, c'est que donc on a un intérêt public et des intérêts publics ou privés.
Donc, on a bien sûr les conflits d'intérêts publics-privés qui sont pris en compte dans cette définition, mais on a aussi les intérêts publics-publics. Alors, ça, les intérêts publics-publics, les conflits d'intérêts publics-publics, c'est une définition qui n'est pas consensuelle, qui fait l'objet d'un débat, qui est assez difficile à cerner, et en même temps qui pose des vraies questions. Des vraies questions. Donc, il y a en tout cas dans la définition française cette notion d'intérêt public-public et tout un débat qui va avec pour l'aborder sans le traiter complètement. En pratique, on a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a un rôle de contrôle des conflits d'intérêts avec, comme l'a dit Antoine Gauchet, plus de 15 000 personnalités politiques qui doivent rendre public qui doivent transmettre à la HATVP, pour être précis, une déclaration d'intérêt. Et la HATVP publie certaines déclarations d'intérêt. Pour le Parlement, effectivement, donc, il y a des organes de déontologie complémentaires. Dans les collectivités territoriales et les administrations publiques, il y a des référents déontologues, des incompatibilités pour les ministres et les parlementaires. Également, deuxième axe, un contrôle des moyens alloués aux décideurs publics, avec donc, des réformes de contrôle des frais de mandat des parlementaires, un encadrement plus strict du statut des collaborateurs parlementaires. Tout ça, c'est des réformes, c'est un pack de réformes, pour le coup, qui vient de 2017, après l'affaire Fillon, de François Fillon, donc l'ancien Premier ministre qui était candidat à la présidentielle et a été, pendant le cadre de la dernière campagne présidentielle, a été vraiment au cœur d'un scandale d'éthique publique. Et on a alors deux autres volets, le contrôle du pantouflage des hauts fonctionnaires et des ministres également, ainsi que le lobbying, qui sont vraiment deux axes sur lesquels qui ont été ajoutés aux fonctions de la HATVP. Le premier, le contrôle du pantouflage, c'est vraiment une réforme en cours. Donc, on partait de très, 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 très loin, puisque le contrôle du pantouflage était réalisé par une autorité qui n'était pas indépendante, qui ne rendait pas grand-chose public, dont on ne savait pas vraiment comment elle fonctionnait, qui avait la réputation d'être dure avec les petits fonctionnaires et laxiste avec les hauts fonctionnaires. Donc là, on a eu une réforme, pas l'année dernière, en 2019, donc l'année d'avant, qui est en cours de mise en œuvre, et vraiment la mise en œuvre de cette réforme est très attendue. Donc là, on va avoir une distinction entre les fonctionnaires qui n'occupent pas des positions sensibles, là les conflits d'intérêts seront gérés par leurs administrations, et les hauts fonctionnaires occupant des postes sensibles, le contrôle du pantouflage, mais aussi du rétro-pantouflage, c'est-à-dire quand ils reviennent, quand ils arrivent du privé pour venir dans le public, va être contrôlé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est très difficile de dire pour l'instant si cette réforme est efficace, satisfaisante ou pas, puisqu'elle est vraiment en train d'être mise en œuvre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment très attendue parce que les enjeux sont vraiment très importants. Sur le lobbying, il y a un registre public du lobbying qui a été créé en 2016. Je pourrais développer davantage si vous avez des questions sur ce sujet, mais en 2 mots, c'est une réforme qui, pour l'instant, n'est pas encore très satisfaisante. On a un registre qui ne fournit pas vraiment de données très utiles pour comprendre la transparence du lobbying, et il va falloir qu'on améliore le décret d'application pour que vraiment elle soit effective et efficace, cette réforme de la régulation du lobbying. Voilà. Après, bien sûr, il y a effectivement encore plus de règles sur le financement politique, les marchés publics, les lanceurs d'alerte, mais je les mentionne quand même parce que tout ça forme un pack qui effectivement est atomisé entre différents acteurs, plus ou moins, puisque la haute autorité progressivement englobe quand même l'essentiel du champ dont on parle aujourd'hui. Voilà, je voudrais terminer en commentant 2 choses. Enfin, une chose, c'est dans quelle mesure toutes ces questions correspondent à une demande citoyenne ou alimentent la défiance des citoyens, parce que d'expérience, quand une réforme est adoptée dans un pays ou discutée dans un pays, c'est un sujet qui revient beaucoup, avec beaucoup de défiance pour le coup des responsables publics qui pensent que la transparence sur les conflits d'intérêts ne va faire qu'accentuer la défiance des citoyens. Bon, moi, je voudrais dire sur ce point 2 choses, illustrées par 2 éléments. La première, alors, avant toute chose, bien sûr, il est illusoire de penser que la transparence et la régulation des conflits d'intérêts va suffire à elle seule à résoudre la crise de confiance. C'est une problématique beaucoup plus large qui nécessite plusieurs leviers d'action, mais la transparence et la régulation de l'éthique publique font partie des leviers d'action.
Donc, c'est pas suffisant, mais c'est néanmoins nécessaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, deux choses. La première, c'est les citoyens peuvent avoir des demandes paradoxales. La société est paradoxale, elle est traversée par des courants qui peuvent être contraires, alors au mieux complémentaires, parfois paradoxaux. Pour illustrer ça, moi, j'aime bien citer ce sondage qui avait été fait par Transparency et WWF en 2019, où on voit très bien que les citoyens sont à la fois convaincus que les décideurs publics sont beaucoup trop influencés par les lobbies, et en même temps convaincus que les décideurs publics devraient davantage demander aux parties prenantes à un texte, consulter davantage les parties prenantes à un texte, c'est-à-dire davantage faire appel, consulter les lobbyistes quand on voit comment ça fonctionne. Là, je trouve que ce sondage est intéressant parce qu'il montre vraiment la manière dont il faut politiser le sujet et toujours avoir en tête qu'il répond à une demande citoyenne et que la société est complexe. Donc voilà, il faut réguler le lobbying, bien sûr, mais il ne faut pas non plus trop interdire, être trop rigide. Il faut garder quand même cette notion de démocratie continue, de société ouverte, où les responsables publics vont être en lien avec la société civile. Et le deuxième contre-argument à ceux qui penseraient que ce mouvement de régulation favoriserait la défiance, moi, j'ai une réponse maintenant assez simple, c'est l'affaire de Rugy. L'affaire de Rugy, c'est une affaire de François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, en 2019, a été au cœur d'une affaire, pas un scandale d'État, voilà, il était président de l'Assemblée nationale, il a été accusé d'avoir des dîners privés dans lesquels il servait du homard aux frais de l'Assemblée nationale, non pas dans le cadre de dîners politiques au titre de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, mais voilà, privé avec ses amis le soir. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans une affaire d'État, c'est-à-dire on parle de quelques centaines, éventuellement milliers d'euros, c'est un peu une zone grise, donc c'est pas bien, c'est pas non plus le scandale d'État. François de Rugy, avec cette affaire, a été obligé de démissionner en quelques temps. Bon, alors là, bien sûr, tout le monde a dit non, mais vous vous rendez pas compte, vous voyez bien que toute cette transparence, ça crée, c'est n'importe quoi, ça met une pression folle sur les décideurs publics. Pardonnez-moi, mais cette affaire, c'est-à-dire le manque de transparence sur les moyens alloués aux parlementaires, avec un problème qui ciblait notamment la présidence de l'Assemblée nationale, avait déjà été évoqué comme une faiblesse dans différents rapports, dont celui sur le Parlement exemplaire que j'ai cité plus tôt. Donc la réponse aussi à faire, c'est que en ne régulant pas, en ne prenant pas les devants, les décideurs publics prennent le risque en réalité d'avoir le sujet qui est traité non pas de manière organisée par la loi, par des dispositifs qui fonctionnent bien, des déontologues qui fonctionnent bien, des autorités indépendantes qui fonctionnent bien, mais par le tribunal populaire, les réseaux sociaux et le scandale. J'ai l'impression qu'une affaire comme ça montre bien que les décideurs publics subissent l'absence de régulation, l'absence le fait de ne pas avoir assez pris les devants pour éviter ce scandale, parce que celui-là était totalement évitable. Ça, je vous le dis, était totalement évitable si les mesures avaient été prises au bon moment. Donc voilà, c'est, je pense, une réponse à la question de est-ce que ça alimente la défiance? Peut-être, mais moins qu'un nouveau scandale. Voilà, ce sera mon propos de fin.